des 3 gentilshommes angevins dont je vous ai parlé, anonymes, c'est pas leur nom, qui ont écrit cette lettre si curieuse du 17 juillet au soir, c'est-à-dire juste après le sacre, à la belle-mère Yolande et à la reine Marie, déclarent dans cette même lettre où ils viennent déjà de lui raconter une blague en disant que Jeanne était tout le temps à côté du roi, déclarent « Demain, s'en doit partir le roi, virgule, tenant son chemin vers Paris. » 2 blagues. Premièrement, ça ne s'appassera pas demain. Ils écrivent ça le 17 et le roi ne partira que le 23. Et puis deuxièmement, c'est pas du tout vers Paris que le roi va se diriger. Il va se diriger vers Soissons. Soissons, c'est du côté de l'ouest par rapport à Reims, tandis que Paris se dirige du côté du sud. C'est vraiment un drôle de chemin. Alors, après être dirigé vers Soissons, qu'est-ce qu'on fait? On descend sur Château-Thierry, on descend sur... Vous savez, descendre, ça veut dire aller vers le sud, quoi. On descend sur Provins, puis voilà qu'on est maintenant à Bray-sur-Seine. Et Bray-sur-Seine, si on franchit la Seine, ça y est, ça veut dire qu'on rentre. Que c'est fini, que le sacre est accompli, que maintenant on va regagner, à travers Auxerre, etc., qu'on va regagner Gien et Bourges, enfin Loches et les châteaux du roi. Ça se terminait plutôt mal, puisque Paris, soi-disant, devait le prendre. Jeanne avait annoncé 2 fois « nous prendrons Paris », puis le roi ne veut pas s'en occuper, semble-t-il, et il est en train de rentrer chez lui. Et puis il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, à Bray-sur-Seine ou à Provins, j'en sais rien, toujours est-il qu'après avoir fait cette arrivée juste au bord de la Seine, le roi va remonter vers le nord, vers Provins. Nous ne sommes pas au fait, parce qu'on n'a pas de document là-dessus, mais il y en a un document au moins, c'est une lettre de Jeanne très extraordinaire que je vais vous expliquer maintenant, et qui est datée du 5 août 1429. Les gens de Reims avaient écrit une lettre à Jeanne pour lui dire « ne partez pas ». Nous, on s'est beaucoup compromis, on a reçu le roi, on a fait une grande fête. Qui sait si les Anglais ne vont pas s'amener, qui sait si Philippe le Bon n'est pas furieux que nous ayons accompli le sacre chez nous. Par conséquent, ne vous en allez pas trop, parce que s'il y a un contre-coup, si brusquement les Anglais arrivent, il faut que vous soyez là. Alors la réponse de Jeanne est pleine d'intérêt, elle est en plusieurs parties. D'abord, elle commence par leur dire « Je vous promets et certifie que je ne vous abandonnerai pas tant que je vivrai ». Elle n'a pas engagé le roi. Hein. Moi, Jeanne, si vous avez des ennuis, je serai là. Mais n'ose pas dire que le roi reviendra. Et deuxièmement, une très grosse nouvelle qui est contenue dans cette lettre, mais nous n'avons aucun document qui la confirme. Elle affirme aux gens de Reims que le roi vient d'apprendre que Philippe le Bon est prêt à lui remettre la ville de Paris, à lui remettre à l'amiable, comme ça, gentiment, Paris, dans 15 jours. C'est tellement extraordinaire, cette histoire, qui n'est corroborée par aucun fait, que je me demande si c'est exact, si on n'a pas raconté cette blague à Jeanne. Toujours est-il qu'il y a tout de même un changement qui est intervenu, puisque comme on descendait vers le sud, comme on rentrait, qu'on était déjà à Bray-sur-Seine, il s'est passé quelque chose, puisque le roi renonce à rentrer chez lui et remonte sur Provins. Mais continuons la lettre de Jeanne. Des trêves qui sont ainsi faites, des trêves qui viennent d'être faites avec Philippe le Bon. Je ne suis pas contente. Et je ne sais si je les tiendrai. Si je les tiens, ce sera seulement pour garder l'honneur du roi. Réfléchissez un peu à une lettre pareille. Jeanne, elle est au service du roi. Et cette fille, qui n'a pas le droit de se mêler de politique ni de diplomatie, est en train de critiquer la politique royale. C'est le roi, c'est le conseil royal, qui a signé une trêve avec Philippe le Bon, et Jeanne, dans sa petite tête, mauvaise tête, décide, je ne suis pas content, ça ne me plaît pas, et je ne suis même pas sûr de les tenir. Et si je les tiens, ce sera uniquement parce que le roi l'exigera, mais moi, je suis furieuse. Ça va de plus en plus mal. Réfléchissez bien, vous vous rappelez qu'il y a eu un premier incident assez grave entre elle et le roi, après Patay, lorsqu'elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas, selon la cour, à savoir, il faut faire rentrer en grâce Richemont. Richemont, le breton, était arrivé avec ses archers, il faut l'utiliser, et tout le monde lui avait dit, vous occupez pas de ça. Et elle avait voulu s'en occuper, on avait froncé le sourcil. Il y avait ensuite 3 tentatives ratées. La première tentative, quand on lui fait écrire à Philippe le Bon, venez au sacre, il ne vient pas, il ne répond pas. Deuxième tentative, lorsque devant la ville de Troyes, on lui dit, écrivez aux gens, ça va les impressionner, ils ne répondent même pas, ils déchirent la lettre de Jeanne. Troisième tentative ratée, le soir du sacre, on lui a fait écrire encore une lettre à Philippe le Bon pour lui dire « Écoutez, arrangez-vous avec le roi, enfin vous êtes de bons chrétiens l'un et l'autre, je vous prie et supplie à main jointe, disait-elle, à main jointe, de cesser vos querelles. » Et elle avait même ajouté une espèce de petite dissuasion en disant « Quel que soit le nombre des hommes que vous ameniez devant nous, on vous aura, vous savez. » Elle veut dire « Dieu est avec moi ». Mais dans cette lettre au roi, cette lettre à Philippe le Bon, elle n'avait pas osé dire ce qu'elle disait d'habitude, peut-être qu'on le lui avait interdit, elle n'avait pas osé dire « Dieu est avec moi ». Elle baissait le ton. Alors vous voyez, d'une part, elle s'est mise mal avec la cour parce qu'elle s'est mêlée de l'affaire Richemont. Elle a écrit 3 lettres qui ne servent à rien. Et maintenant, la voilà qui se permet de critiquer une décision royale. Elle est sur le bord de la rébellion.
c'est une Jeanne qui est menacée, si je puis dire, de refus d'obéissance. Je suis convaincu qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'assez grave. Jeanne est déjà considérée comme une gêneuse, elle devient maintenant carrément déplaisante si elle se met à critiquer la politique du roi. Mais je n'ai pas fini la lettre. Je vous promets certifié que vous n'abandonnerez pas, bon, je ne suis pas content des trêves. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je tiendrai et maintiendrai ensemble l'armée pour être prête au terme de ces 15 jours. Ça veut dire qu'il y a une trêve de 15 jours. Je n'y crois pas à cette trêve, et moi, Jeanne, je tiendrai et maintiendrai l'armée ensemble pour aller sur Paris s'il n'y a pas moyen d'y aller à l'amiable. Voyons, je tiendrai et maintiendrai, mais elle ne tiendra rien du tout. Elle n'a pas du tout le pouvoir qu'elle s'imagine. On ne lui a jamais donné de commandement militaire. On la met sur la touche, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et quand elle se vante devant les Rémois qu'elle est capable, elle, de maintenir une armée que le roi voudrait peut-être dissoudre, elle nous dit des choses qui ne tiennent pas debout. Ce qui est fort intéressant, c'est de voir, et je le souligne parce que c'est très important et ça n'a jamais été assez dit, assez nettement, ce qui est très important, c'est la divergence de l'attitude de la cour et du roi d'une part et de l'attitude de Jeanne d'autre part. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi après Provins? Il n'est pas remonté sur Paris. Dans sa petite lettre au Rémois, il dit carrément « Je vous écris auprès de Provins, logis sur champ », ça veut dire « je suis dans la campagne », virgule, « en chemin de Paris ». Mais non, elle n'est pas en chemin de Paris, parce que si de Provins on se dirigeait sur Paris, par où on passerait? On passerait par une village qui s'appelait Tournant. Et on ne va pas du tout à Tournant, on va à Coulommiers, ce qui s'éloigne de Paris. Et quand on est à Coulommiers, où est-ce qu'on va? On va à Château-Thierry, là où nous étions déjà le 29 juillet. Par conséquent, le roi ne se rapproche absolument pas de Paris, il est en train de s'en éloigner. Et c'est à Château-Thierry que le roi va recevoir brusquement quelque chose, je suppose qu'il n'attendait pas, un cartel, comme on disait à l'époque, ou un défi, si vous voulez, une lettre extrêmement violente, que je vais vous lire, de Bedford, le régent anglais. J'ai dit la dernière fois que les Anglais avaient eu un renfort considérable. Les fameux anti-hussites, 3500 soldats, peut-être même plus, que le cardinal de Winchester avait réunis, et au lieu de les consacré à la guerre contre les Hussites, il va la consacrer à la guerre contre Jeanne. Donc le roi d'Angleterre a cette fois des troupes. Et comme il a des troupes, il veut en finir une bonne fois, il va se risquer sur le terrain, et il va convier le roi Charles VII à se battre. Vous savez, la grande formule médiévale, si nous allons régler ça entre hommes sur le terrain, on est entre gens qui savent vivre, c'est des princes, les princes n'ont pas l'habitude de se prendre eux-mêmes aux cheveux, ils ne vont pas s'étriper personnellement, ils ont un certain nombre de mercenaires qui se battront à leur place. Mais enfin, c'est une espèce de jugement de Dieu. Ce qu'on appelle le jugement de Dieu au Moyen-Âge, vous le savez, c'était le meilleur gagnera, c'est-à-dire que celui qui aura la victoire, c'est celui avec lequel Dieu sera. Et bien voilà le cartel. Il est très amusant parce que je pourrais vous dire, en sautant les siècles, qu'il y a un certain ton dans cette lettre du régent anglais, un certain ton que j'appellerais le ton Bismarck. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pendant la guerre franco-prussienne de 70, Bismarck avait été furieux de voir qu'après que l'armée régulière ait été écrasée, il y avait une sorte de résistance qui s'organisait dans le pays. C'était un nommé Gambetta, vous savez peut-être, qui avait essayé de rassembler la force française, qui était encore très grande, et Bismarck essayait de répéter partout « c'est la faute à ce Gambetta, c'est la faute à la résistance, si on continue. Nous, on ne veut que la paix. » Je comprends bien, puisqu'il était victorieux. Et il disait même « ce monsieur Gambetta fait un mal épouvantable à la France, puisqu'il continue la guerre, et une guerre c'est toujours extrêmement pénible pour les populations, tandis qu'il n'y aurait qu'à s'arranger. » C'est là la même chose qu'avait sorti le Bedford. Et il a écrit au roi, « Ayez pitié, écoutez ce ton hypocrite, ayez pitié et compassion du pauvre peuple. Par votre faute continueront pilleries, rançonnements, oxysions et dépopulation. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est exactement comme si quelqu'un est attaqué par un bandit, le bonhomme attaqué se défend, et le bandit lui dit « je te fiche des coups, hein, c'est bien ta faute, parce que si tu étais gentil, si tu me donnais tranquillement ta bourse, eh ben, tu ne dégusterais pas comme tu dégustes. » C'est exactement le langage que lui tient le roi Bedford. Alors voyons, soyez gentils, laissez-moi la France, puis comme ça vous serez tranquille et les populations ne s'ouvriront plus. 1. 2. Les Anglais sont vraiment embêtés déjà. Ça les exaspère, ça les inquiète. Parce qu'à 2 reprises, Bedford va parler de cette petite Jeanne. C'est même curieux de penser que le roi, à ce moment-là, notre roi, le roi de France, Charles VII, s'intéresse de moins en moins à Jeanne, et que les Anglais s'y intéressent terriblement parce qu'elle leur fait peur. En effet, dans ce défi, il y a ceci. Vous faites séduire et abuser le peuple ignorant. Vous vous aidez de gens superstitieux et réprouvés comme cette femme désordonnée et diffamée qui se montre en habit d'homme et dont la conduite est dissolue. Les Anglais tiennent beaucoup à appeler Jeanne une putain alors qu'elle n'est absolument pas, mais il est entendu de dire que c'est une femme dissolue. Et à la fin, de nouveau, à la fin de son cartel, il revient là-dessus, Bedford, et il dit au roi, là où nous allons en découdre, là où nos armées seront face à face, amenez, si vous voulez, cette femme dont je vous ai parlé, la femme susdite, diffamée et apostate.
apostate, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle est hérétique. Les Anglais sont déjà d'accord avec l'université de Paris, qui est anglaise, comme vous savez, pour la déclarer hérétique et pour essayer de la happer sur le plan religieux, comme on va essayer maintenant de la détruire sur le plan militaire. Là, je voudrais vous parler d'une petite parenthèse, ouvrir une petite parenthèse à propos de d'autres documents que je vois assez souvent cités dans l'histoire de Jeanne et qui concerneraient l'épouvante que les soldats anglais auraient d'elle. Ce sont des instructions données par le commandement anglais pour la surveillance des côtes, parce qu'apparaît-il des déserteurs. Seulement, ces deux documents, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'ils concernent Jeanne. C'est celui qui les a édités au XVIIe siècle, je crois, qui a dit dans son commentaire « Instructions britanniques attestant l'épouvante que les soldats anglais avaient de Jeanne ». Non, le nom de Jeanne n'est pas dans ce texte. Il y a des déserteurs, on dit il faut bien surveiller les côtes, mais ce qui me fait croire que ça ne concerne pas Jeanne, c'est les dates. Il y en a un de ces documents qui est de mai 1430, l'autre qui est de décembre 1430, passe encore peut-être pour celui de mai alors que le nom de Jeanne n'y est pas, celui de décembre 1430, absolument pas moyen, parce qu'en décembre 1430, il y a longtemps que Jeanne est capturée, qu'elle est entre les mains des Anglais, et que par conséquent, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Fermons la parenthèse, ce que je veux simplement retenir, c'est qu'évidemment, les Anglais sont très mécontents et un peu effrayés de cette fille. Pas au-delà. C'est à Château-Thierry, je crois, que le roi Charles VII a reçu ce cartel, ce défi. Or, vous vous rappelez que le roi Charles VII avait une armée assez menue, qui s'était persuadé que la promenade du Sacre ne serait qu'une promenade militaire où on n'aurait pas à se battre, et maintenant, ça y est, il va falloir se battre. Il n'aime pas ça du tout, le roi, et il se souvient de Verneuil, il se souvient de Rouvray, s'étant rendu devant Orléans, on a réussi, mais est-ce que c'est sûr qu'on réussira comme un pâté? Il est, si j'ose dire, il est salement embêté. Mais il n'y a pas moyen d'autre part de refuser ce cartel, enfin il a l'air d'un lâche. Alors les Anglais s'amènent dans la direction de Senlis, lui est à Château-Thierry, il va se rendre du côté de Crépy-en-Valois, et il va y avoir ce face-à-face. Avant de quitter Paris pour aller se battre, le régent anglais Bedford a confié Paris à qui? À Philippe le Bon. Il doit se méfier du Bourguignon, et il lui dit « Je vous nomme gouverneur de Paris », parce que comme ça, il n'osera pas, Philippe le Bon, il n'osera pas trahir si nettement les Anglais et rendre une citadelle, Paris, enfin ce qui est le plus important en France, à le rendre comme ça au roi de France. Donc, le voilà qui, en principe, Philippe est gouverneur de Paris. Notez qu'il n'y va pas. Personnellement, il va rester à Arras, et il va envoyer Louis de Luxembourg, qui sera son gouverneur à sa place, son substitut. Les voilà face à face. La grosse armée anglaise et une armée française moins forte. C'est donc entre Senlis d'un côté et Crépy-en-Valois de l'autre, à un village qui s'appelle Montpillois, que la rencontre, si je puis dire, va avoir lieu. Pourquoi, si je puis dire? Parce qu'il n'y aura pas de rencontre du tout. Les deux armées vont se faire vis-à-vis, l'armée anglaise, l'armée française, séparées par, je sais pas, 200 à 300 mètres à peu près, hors de portée des arbalètes. On attend des uns et des autres une attaque, l'attaque ne se produit pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ben, naturellement, ils se sont puissamment retranchés. Ils ont essayé de recommencer le coup d'Azincourt en 1415, c'est-à-dire de garnir leur retranchement de pieux très pointus et obliques, ces pieux sur lesquels la cavalerie française en 1415 s'était éventrée. Alors ils sont là puissamment retranchés, les Français sont en face, et ils n'ont pas du tout envie d'attaquer pour aller se faire éventrer précisément sur ces pieux. Toute la fin de la journée du 14, toute la journée du 15 août, c'est le jour de l'Ascension, se passe ainsi dans un face-à-face, comment dirais-je, contemplatif et silencieux. On n'échange même pas d'injures, on est trop loin, on s'attend en silence. Vous pensez que Jeanne est folle de rage, enfin, elle est piaffante, elle dit, enfin, il faut faire quelque chose, mais il faut attaquer, nous. Pourquoi attaquer? Mais on va aller se faire écharper. Alors, elle y va personnellement, et c'est pourtant un jour de fête. Et vous savez, je vous l'avais raconté dans l'histoire du siège d'Orléans, le jour de l'Ascension, elle avait décidé qu'on ne faisait rien, parce que c'était une grande fête religieuse. Et bien maintenant, c'est l'Assomption. Et bien tant pis, Jeanne se risque à plusieurs reprises. Elle pique des œufs sans cheval, elle s'avance tout près des retranchements anglais, sous des grêles de flèches. Elle les insulte, elle leur dit « Quoi, lâche, sortez, enfin qu'on vous voit !» Minute, ils ne veulent pas sortir, surtout les Anglais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement, rien. C'est assez grotesque. Hein. À la fin de la journée, les uns et les autres, je crois, se félicitent également. Il y a Bedford qui dit « Les Français n'ont pas eu le courage d'attaquer, eh bien je m'en vais, je rentre à Senlis. » Il y a le roi Charles VII qui se frotte les mains en disant « C'était très périlleux ce qu'on voulait me faire faire, les Anglais n'ont pas bougé, eh bien je m'en vais aussi. » Il retourne non pas du reste dans la direction de Paris, après Crépy-en-Valois, il va remonter sur Compiègne, où il va faire une entrée solennelle le 19 août, et vous imaginez la colère de Jeanne. Elle dit, mais enfin, on les tenait, les Anglais, puisque Dieu est avec moi, puisque je sais très bien que quand on attaque et que je suis là, on remporte la victoire. On disait qu'on ne voulait pas aller sur Paris parce qu'il y avait un barrage de l'armée anglaise. Si on avait attaqué, on l'aurait volatilisé, l'armée anglaise. Ben, il a beau dire, personne ne l'écoute, parce que le roi, je vous l'ai dit, est trop content d'avoir pas eu à se battre.
C'est à ce moment-là que Jeanne va faire à Dunois une confidence importante que nous ne connaîtrons qu'au moment du procès de la réhabilitation en 1456. Je vais vous lire la phrase que va prononcer Dunois. Dunois dit: je chevauchais à côté de Jeanne, j'étais aussi à côté de Regnault de Chartres, le chancelier qui est toujours là, vous savez, pour tenir Jeanne à l'œil, il se méfie tellement d'elle, et elle m'a dit, et elle nous a dit à tous les deux: plaise à Dieu que je puisse maintenant me retirer, laisser les armes, et m'en aller servir mon père et ma mère en gardant mes brebis, avec ma sœur et mes frères qui se réjouiraient tant de me revoir. Il faut la discuter, cette phrase. 25 ans plus tard, hein, il y a des choses inadmissibles. M'en aller servir mon père et ma mère en gardant mes brebis. Mais ça, c'est l'image traditionnelle de Jeanne. Elle n'était pas tellement gardeuse de brebis. Au procès, elle a dit, oui, ça m'arrivait de temps en temps, quand c'était mon tour, de garder les brebis. Mais garder les brebis, c'est l'image noble, c'est l'image champêtre, l'image rustique, idyllique même de Jeanne. Je crois bien que Dunois arrange. Servir mon père, mais oui, est-ce qu'il est son père à ce moment-là? Est-ce qu'il est à Don Rémy? Mais pas du tout. Il est resté à Reims. Nous sommes le 14 août, ou 15 août, ou 16 août, si vous voulez. Et le père, il va rester jusqu'au 18 septembre à Reims, où il se fait très gentiment entretenir à l'âne rayé. Auprès de ma sœur, mais elle est morte, sa sœur Catherine. Et mes frères, qui se réjouiraient tant de me revoir. Ils ne se réjouiraient pas de la revoir puisqu'ils sont là, les frères. Peut-être que Jacquemin est rentré. En tout cas, Jean et Pierre sont parfaitement là. Je crois même qu'ils sont dans l'armée derrière elle. Donc cette phrase de Dunois en tant que telle, enfin dans la formule que je viens de vous lire, est une phrase truquée. Cependant, je ne crois pas que Dunois ait menti. Et s'il nous rapporte, après 25 ans, une phrase qui l'arrange, il est à peu près certain que Jeanne lui a dit « je voudrais bien m'en aller ». Mais elle ajoute « plaise à Dieu que je puisse m'en aller et quitter les armes ». Ça veut dire que je ne peux pas le faire. Elle veut s'en aller parce qu'elle est écœurée. Parce qu'elle est furieuse de ce qui se passe. Parce qu'elle se dit, ce roi est un pleutre. Jamais elle le jugera, elle ne dira jamais rien contre le roi. Mais dans son cœur, elle se dit, oh, il est bien mal conseillé, le pauvre garçon. Et puis elle se sent entourée d'hostilité. Elle sent très bien que ça ne peut plus aller, que les gens ne veulent plus d'elle, qu'on ne veut pas se battre, qu'on veut négocier, c'est la grande préoccupation. Mais elle ne peut pas s'en aller, deux raisons. Un, le roi ne la laissera pas partir. Oh, c'est pas que le roi y tienne à sa présence. Mais d'autre part, les gens croient en elle, les petites gens, les gens d'Orléans, vous savez, ils sont fous de Jeanne d'Arc, ils vont garder un souvenir extraordinaire de Jeanne. Alors si on disait que le roi l'a congédiée, ça ferait un très mauvais effet. Deuxièmement, les Anglais y croient, ils ont peur d'elle, vous en voyez la preuve dans le texte de Bedford. Par conséquent, il n'est pas question de se séparer officiellement de Jeanne. On la garde un peu souplée, vous savez, mais on la garde. Puis d'autre part, c'est elle qui ne veut pas non plus s'en aller, plaise à Dieu. Justement, elle croit qu'elle a une mission divine. Elle ne l'a pas terminée, sa mission divine. Elle a encore pari à prendre. Elle a encore à chasser les Anglais. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Orléans, bon. Le Sacre, bon. Mais elle a autre chose à faire. Elle l'a assez dit. Par conséquent, elle ne peut pas se retirer. Mais elle est malheureuse. Enfin, elle serre les dents. Michelet nous dit à ce moment-là quelque chose qui n'est pas idiot. Il dit, j'ai l'impression que Jeanne change. C'est vrai. Elle devient violente parce qu'elle est écœurée, la pauvre gosse. Seulement, Michelet va trop loin. Il va nous raconter une histoire qui est fausse et que je vais vous dire. Jeanne avait toujours tenu à ce que ses soldats, comme elle dit, ce n'étaient pas ses soldats, mais les soldats parmi lesquels elle se trouvait, se conduisent bien. Et en particulier, je vous l'ai dit, les soldats, ils avaient presque tous des putains avec eux, avec eux, des amiettes, comme on disait. Il y avait toujours des bandes de filles qui suivaient les mercenaires. Et Jeanne avait dit, ah, j'aime pas ça, enfin, si vous voulez une femme, épousez-la, prenez-la, mais il ne faut pas qu'il y ait ces ribaudes qui suivent. Alors, quelques jours après l'incident, après l'affaire de Reims, quoi, après l'incident de Montépillois, il paraît que Jeanne s'est mise à poursuivre, l'épée à la main, une de ses filles qu'elle avait trouvée avec un soldat. Et Michelet dit, elle a même cassé son dos, elle a même cassé son épée sur le dos de cette prostituée. Et Michelet, avec ce lyrisme de pacotille qui est le sien, écrit cette phrase exaspérante, « La virginale épée ne soutint pas le contact, elle se brisa, et ne se laissa jamais plus reforger. » C'est faux. Nous avons le témoignage du page de Jeanne, qui s'appelait Louis de Coute. Elle en avait deux, je vous avais dit Louis de Coute, qui est célèbre, et puis Raymond, qui va se faire tuer, on va le voir maintenant, devant Paris. Et bien, le page dit, c'est vrai, Jeanne s'est mise furieuse contre une de ses prostituées, elle a brandi son épée, et la pauvre fille s'enfuyait comme ça, en hurlant, parce que Jeanne était là qui brandissait l'épée, mais elle ne l'a pas touchée. Et c'est parce qu'elle faisait des moulinets avec son épée, que son épée s'est brisée en heurtant je ne sais quoi, une pierre, mais elle n'a pas du tout touché avec son épée la prostituée. Au contraire, dit Louis de Coute, qui était là, c'était le page, il la suivait. Lorsque Jeanne s'est approchée de la prostituée, elle lui parla doucement. Voilà ce qui est écrit dans le texte. Elle lui parla doucement. Elle lui dit, il faut vous retirer. C'est vrai qu'elle a ajouté, si vous reveniez, ça serait plus grave pour vous. Mais elle ne l'a pas du tout frappé. Néanmoins, elle s'était laissée aller en emportement. Enfin, on n'avait encore jamais vu Jeanne comme ce qui poursuit une femme en brandissant son épée. Et je pense qu'il y a en effet une partie d'elle-même, enfin quelque chose qui change chez elle. Pendant que le roi est à Compiègne,
elle apprend elle-même, le roi lui laisse entendre, lui fait dire, qu'une trêve, une nouvelle trêve, vient d'être signée entre le roi de France Charles VII et Philippe le Bon. Une drôle de trêve, parce que ça commence par des excuses que présente le roi Charles VII à son cousin Philippe le Bon. Tout de même assez gros, hein, que le roi de France s'excuse auprès d'un de ses vassaux. Mais de quoi s'agit-il là? C'est la fameuse histoire de Montreux. Je vous l'avais raconté là, le premier jour. En 1419, sur le pont de Montreux, le dauphin Charles VII, il se prenait pour dauphin à ce moment-là, avait voulu faire une discussion avec Jean sans Peur, le père de Philippe le Bon, et les hommes de Charles VII avaient tué Jean sans Peur. Alors ça restait, vous savez, comme un souvenir terrible, enfin une blessure chez Philippe le Bon, et le roi de France estime que c'est nécessaire de lui demander pardon. Bon, passons encore, humiliation du roi. Mais surtout, voilà maintenant Charles VII qui restitue à Philippe le Bon toutes les villes passages de l'Oise, toutes les villes clés qui permettent le passage de l'Oise, y compris Compiègne. Et le 19 août, je viens de vous le dire, il avait fait une entrée, le roi, une entrée solennelle à Compiègne. Et bien maintenant, il dit, je vous le rends, je vous rends Compiègne, moi je me retire de Compiègne. Les gens de Compiègne, du reste, ne vont pas accepter du tout. C'est le roi qui perd dans cette trêve, qui perd complètement, il perd même la face, puisqu'il s'humilie devant Philippe le Bon et il lui donne des choses, il lui rend des choses qu'il avait lui-même possédées, le roi. Et puis surtout, alors il y a la clause finale au sujet de Paris. Je vous ai dit qu'à propos du 5 août, à Provins, là, quand on était reparti de Bray-sur-Seine et remonté sur Provins, il avait dû se passer quelque chose de bizarre. Jeanne ayant dit, dans sa lettre au Rémois du 5 août, Philippe le Bon est décidé à remettre Paris à l'amiable. Il n'avait rien mis du tout. Les Anglais lui avaient donné le gouvernement de Paris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans cette trêve? On dit ceci. Quant à Paris, la ville est hors de la trêve. Hors de la trêve. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a la permission de se battre devant Paris. Comme si Philippe le Bon disait au roi de France, écoutez, moi je veux bien, je fermerai les yeux, essayez, j'y suis pas dans Paris, c'est Louis de Luxembourg qui y est. Essayez de prendre Paris, si jamais vous prenez Paris, ben je dirai aux Anglais, c'est pas ma faute, moi j'ai essayé de le défendre, mais les Français ont été les plus forts. C'est une clause étrange. Ce Paris hors de la trêve, cette autorisation de se battre, donnée du bout des lèvres par Philippe le Bon, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose de mauvaise mine, de mauvaise allure, de mauvaise odeur, quelque chose qui ressemble à un guet-apens. Et un guet-apens contre Jeanne. Voyons, reprenons bien les choses. Jeanne vient de s'apercevoir qu'elle était considérée comme insupportable à la cour et que quelqu'un qui la soutenait jusqu'à présent d'une manière permanente, Yolande, la fameuse belle-mère du roi, n'est plus pour elle. Pourquoi? Yolande, elle a maintenant une préoccupation majeure. Elle a son fameux fils, René d'Anjou, vous savez, le duc de Bar, celui dont dépendait en somme Jeanne. Il a épousé la fille du duc de Lorraine. Il est le gendre du duc de Lorraine. Et il voudrait bien être le successeur du duc de Lorraine qui se fait vieux. Mais jusqu'à présent, Philippe le Bon, qui est très important du côté de la Lorraine, vous savez, ça touche aux états de Philippe le Bon, s'y est opposé. Alors la Yolande, maintenant, elle a renversé, si je puis dire, la vapeur, et elle veut s'arranger le plus gentiment possible, enfin qu'on fasse tout pour que Philippe le Bon n'interdise pas à son fils René d'Anjou d'être le prochain duc de Lorraine. Jeanne, maintenant, non, elle est ennuyeuse. Elle veut toujours qu'on se batte avec Philippe le Bon. Il ne s'agit plus de se battre, il s'agit de négocier et d'être très, 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 très gentil. Guet-apens. Il y a deuxièmement une affirmation que je trouve chez Bernard Shaw, vous me direz c'est rien, Bernard Shaw c'est un romancier, c'est un dramaturge, mais que je trouve aussi chez M. Thierry Monnier. Thierry Monnier a fait un livre sur Jeanne qui s'appelle Jeanne et les juges. Il a fait une très longue préface en 1951, et là il rejoint la pensée de Bernard Shaw qui est aussi la mienne. Bernard Shaw fait dire dans sa pièce, fait dire par Dunois à Jeanne, je ne suis pas si sûr que ça, qu'ils vous laisseront prendre Paris. Il en est, je crois, qui préférerait que ce soit Paris qui vous prenne. Et M. Thierry Monnier va dire, il se pourrait que l'échec de Jeanne devant Paris ait été désiré et préparé dans son propre camp. Mon idée à moi, c'est qu'effectivement, on va laisser Jeanne se risquer devant Paris. On va lui donner très peu d'hommes. On va à peine l'autoriser à se battre devant Paris. Et si jamais elle rate, c'est excellent. Parce qu'on pourra dire, mais voyons, d'après la loi même évangélique, on juge l'arbre à ses fruits. C'est ce qu'avait dit Gerson et c'est ce qu'avait dit l'évêque d'Amboise. On peut toujours utiliser Jeanne, on verra bien. Si elle réussit, c'est la preuve que Dieu est avec elle. Or, comme maintenant on va s'arranger pour qu'elle ne réussisse pas devant Paris, on pourra dire, ah, vous voyez bien que Dieu n'est pas avec elle, que c'est une illusionniste ou une petite menteuse, puisqu'elle a échoué. Et deuxièmement, j'irai encore plus loin, je ne suis pas sûr qu'on n'espère pas que Jeanne s'y fera tuer. Comme elle est très encombrante maintenant à la cour, si elle disparaît dans une gloire militaire, si elle tombe, comme on dirait aujourd'hui, au champ d'honneur, ça sera parfait. On pourra entourer sa mémoire de gloire et en même temps on sera débarrassé d'elle. Alors qu'est-ce qui va se passer physiquement et matériellement?
Ben d'abord, avec d'Alençon, qui lui aussi est un homme énergique et qui voudrait prendre Paris, Jeanne et d'Alençon vont à Saint-Denis, faubourg de Paris donc, dès le 26 août, avant la conclusion de la trêve dont je viens de vous parler. Le roi, lui, s'est avancé un tout petit peu, il est à Senlis, mais il ne veut pas venir. Et tout de même, on n'ose pas attaquer avant la permission sérieuse du roi. Alors d'Alençon va aller 2 fois trouver le roi pour lui dire « Est-ce que vous venez, est-ce que vous venez pas ?» Saint-Denis était un village absolument dépeuplé. Quand on a vu arriver ce qu'on appelait les Armagnacs, tous les gens de Saint-Denis étaient allés se cacher dans les fortifications de Paris. C'était une ville morte, une ville déserte. On attend, le roi ne vient pas. Le 1er septembre, d'Alençon va jusqu'à Senlis pour dire « Sire, enfin, vous venez ?»« Oui, oui, je viens demain, 2 septembre, dit le roi. » Alors d'Alençon revient auprès de Jeanne et lui dit « C'est bien, le roi va être là demain. À Saint-Denis, on pourra attaquer. » Le roi ne vient pas. Le 2 septembre, le 3 septembre, le 4 septembre se passe, le roi reste toujours englué à son Senlis. Le 5 septembre, d'Alençon repart et remonte sur Senlis. Il n'emmène pas Jeanne avec elle. Notez bien, Jeanne sait bien que ce n'est pas la peine qu'elle aille auprès du roi, on ne la recevra même pas. Mais d'Alençon, grand personnage, sang royal, il y va. Alors cette fois, le 5 septembre, le roi lui dit « Bon, ben écoutez, oui, c'est d'accord, je vais venir. » Il ne dit pas quand. Il vient le 7. Nous sommes déjà le 7 septembre. Le 7 septembre, le roi étant à Saint-Denis, c'est-à-dire sous les murs de Paris, fait dire à Jeanne, ou laisse entendre à Jeanne, pas plus, qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle fît sa tentative. Alors nous y voilà, 8 septembre, Jeanne va attaquer Paris. On lui a retiré un de ses pages. Vous savez qu'elle avait 2 pages. Louis de Coute, qui était le page numéro 1, et puis un petit Raymond, dont on ne sait pas le nom. Louis de Coute, le roi le lui a retiré. Et on ne lui donne presque pas d'hommes. Il y a juste à côté d'elle, d'Alençon, une troupe qui dépend d'Alençon, il y a Gaucourt. Gaucourt, vous vous rappelez, c'était l'homme d'Orléans, le gouverneur d'Orléans, qu'elle avait appelé salaud et qui lui avait une dent très sérieuse. Et Gaucourt est là bien plus tôt pour la surveiller que pour l'aider. Les gens de Paris, en revanche, ont des munitions en masse. Jeanne racontera que ça a été terrible, le déluge de flèches et de bombes, enfin qui sortaient des bombes, c'était des bombes en pierre, vous savez, qui sortaient des forteresses de Paris. Et nous n'avions presque rien. Où est-ce qu'elle porte l'assaut? À ce qui s'appelait à ce moment-là la Porte Saint-Honoré. Et savez-vous qu'aujourd'hui, l'endroit où Jeanne a attaqué, c'est sur la place même du Théâtre Français. Le Théâtre Français, c'est en plein cœur de Paris. À ce moment-là, c'était une des portes. Alors, toute cette journée du 8, on se bat. Et le 8, qu'est-ce que c'est chez les catholiques, chez les chrétiens? Le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité, c'est la fête de la Sainte Vierge. Une fête presque aussi importante que l'Assomption. Et on lui reprochera au procès, comment vous avez fait une opération de guerre un jour de fête religieuse? Et Jeanne dira, passez outre, c'est-à-dire je ne vous donne pas d'explication. Elle est tellement nerveuse, elle est tellement furieuse, elle se dit tellement, si j'emporte Paris, on est sauvé, enfin la France est sauvée, qu'avec le petit nombre d'hommes qu'elle a, et pas de munitions, et pas de renforts qui lui viennent, elle attaque du matin au soir. Et elle se fait blesser pour la seconde fois. On pourrait presque dire pour la 3e fois, vous vous rappelez que le 7 mai devant Orléans, elle a reçu un vireton dans le cou. Quand elle était au siège de Jargeau, elle avait reçu une pierre sur son casque, elle était dégringolée, un peu ahurie, puis elle était repartie. Ça, c'était pas tout à fait une blessure, c'était une meurtrissure. Cette fois, elle a la cuisse traversée. Et son 2e page, le petit Raymond qui est à côté d'elle, a d'abord le pied traversé par une flèche. Alors il se penche pour regarder son pied, à ce moment-là, une seconde flèche l'atteint entre les 2 yeux et le tue. Des tas de Français, des tas d'hommes tombent autour de Jeanne. Et quand on voit que Jeanne est blessée à la cuisse et qu'elle est dégringolée elle-même, Gaucourt s'amène et de force, vous m'entendez bien, c'est la déposition, de force, on emmène Jeanne. Et Jeanne disait, mais non, même blessée, je peux faire quelque chose, du moins je peux exciter les gens. Non, non, on l'emmène. On est obligé d'abandonner le siège ce jour-là parce que Jeanne est blessée. Mais Jeanne se dit dans la nuit, ben, demain, le 9, on va recommencer et on va peut-être y arriver. Le 9 au matin, il se produit un événement épatant pour elle. On voit s'ouvrir une des portes de Paris, 50 gentilshommes sortent, dirigés par le duc de Montmorency. Le duc de Montmorency était passé du côté des Anglais, et le voilà maintenant qui change de camp, qui vient avec 50 suivantes, si vous voulez, c'est une escorte de 50 hommes qui dit « nous nous rallions ». Jeanne se frotte les mains et dit « ça y est, c'est la preuve que déjà ça se désorganise, la défense de Paris, on va y aller ». À ce moment même, vient de Saint-Denis une délégation composée de René d'Anjou lui-même, le fils de Yolande, et du duc de Clermont, qui disent « Nous venons de recevoir, le roi vient de recevoir un émissaire de Philippe le Bon, son cher et bien-aimé cousin, et le roi vous ordonne de stopper. » Avec cette indication absolument formelle, quiconque résistera à l'ordre du roi sera forcé, s'il le faut, à l'obéissance. C'était contre Jeanne. Le roi se dit, je la connais, ma Jeanne, elle va vouloir recommencer, eh bien je ne veux pas, stop. Et Jeanne, qui comptait sur un pont de fortune que l'on avait établi à Saint-Denis pour prendre Paris à revers, et qui se précipite vers son pont, désobéissante, essayant de faire, contre la volonté du roi, un nouvel assaut sur Paris, s'aperçoit
que le pont a été coupé dans la nuit, parce que le roi, se méfiant d'elle, a fait, je ne dis pas sauter, mais a fait briser ce pont. Adieu Paris, adieu Jeanne, parce que maintenant, pour elle aussi, c'est fini.